Parfois, il faut se rappeler quand même que on n'est pas 3, quoi. C'est quand même les femmes, on est la moitié de la population. Donc, si demain il y a une bagarre, peut-être on peut gagner, parce qu'on est aussi nombreux que vous. Donc, non, plus sérieusement, il faut être très conscient de la responsabilité qu'on a toutes et tous sur ce sujet de la place des femmes, parce que dans tous les cas, c'est dans l'intérêt de toutes et tous et des entreprises de mettre les meilleurs au poste qui a pouvoir, quoi. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Claudia. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de Positive Planète, qui est une association qui accompagne les habitantes de quartiers populaires à travers l'entrepreneuriat positif et l'amélioration de leur employabilité. L'objectif de cette association, c'est de proposer un autre discours sur les quartiers populaires et la diversité, et ainsi faire évoluer la société. Vous travaillez pour cette ONG depuis 8 ans, ce qui représente la majorité de votre carrière, puisque vous êtes entrée comme assistante partenariat et communication, puis responsable marketing et communication, puis finalement vous avez accédé au poste de DGA, présidente du directoire et enfin directrice générale depuis un peu plus d'1 an. Notre rencontre est un peu spéciale puisque c'est une de vos collaboratrices qui m'a sollicité pour me demander quel profil je recherchais pour mon podcast parce qu'il fallait absolument que j'interviewe sa directrice. Elle nous a donc mis en contact et nous sommes partis sur des échanges liés à la place des femmes dans les banlieues, notre capacité à pouvoir tout faire, les remarques reçues dans nos prises de poste et la force du pouvoir qui est importante pour vous. Je suis donc ravie de poursuivre cet échange et je me demandais ce qui vous a donné envie de participer. Déjà, merci beaucoup de m'inviter à échanger avec vous. Ce qui m'a donné envie de participer, c'était juste de se dire si ça pouvait être utile à des femmes qui parfois osent pas ou qui se disent que diriger, c'est pas pour elles ou en tout cas qui se posent des questions par rapport à leur place dans la société. Je me suis dit, si je peux aider juste une personne, ce sera déjà top. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté d'échanger avec vous. Et parce que aussi, je trouve que c'est aussi le devoir des femmes à qui on donne la parole, de la prendre pour pouvoir défendre leur vision du féminisme ou en tout cas de la féminité. C'est quoi votre vision du féminisme et de la féminité ? Alors, moi, ma vision, elle est un peu particulière, c'est-à-dire qu'à titre individuel, je me considère pas vraiment comme féministe. On va dire que j'ai un féminisme collectif. Mais à titre individuel, moi, en fait, ça n'a jamais été une question. Donc, c'est pour ça que je me considère pas comme féministe. C'est que, moi, je sais pas, je me suis toujours cru autant capable que les autres, même si j'ai subi, je pense, et que parfois j'ai des biais qui font que je me pose des questions et qui font que je me sens moins légitime, moins crédible, etc., etc. Mais en tout cas, je me suis jamais dit... tiens, c'est pas pour moi, ou j'ai jamais cherché à avoir d'opportunités, mais quand je les ai eues, je me suis jamais dit elles sont pas pour moi ces opportunités-là, et je les ai toujours saisies. Donc j'ai un féminisme, à titre individuel où moi ça a jamais vraiment été une question, même si de plus en plus en fait ça l'est, bizarrement. Ces derniers temps, je sais pas si c'est parce qu'il y a une lame de fond sur ces sujets-là, mais de plus en plus ça l'est. Et il y a un féminisme collectif parce que quand même je considère que il y a encore un boulot énorme en termes d'égalité à atteindre, et que même si nos grands-mères, nos mères se sont déjà battues, et nous, il faut pas qu'on lâche l'affaire. Et il faut qu'on continue à se battre toutes ensemble, mais aussi qu'on fasse venir, je pense, les hommes avec nous, pour vraiment replacer les femmes au cœur, je pense, des solutions. En plus, avec les gros enjeux qui nous attendent, je pense que les femmes sont une des réponses aux solutions auxquelles on va faire face prochainement. Vous parlez de quels enjeux ? Que ce soit écologique, que ce soit en termes social. En fait, on le voit notamment moi dans les quartiers, dans l'entrepreneuriat, les femmes, elles ont tendance à plus rapidement aller vers des métiers de service à autrui, de service à la personne, d'économie de la vie, en fait, ces métiers qui sont utiles à la société, naturellement, je pense, parce que de fait, en fait, on nous a appris à prendre soin de l'autre. Chez nous, les femmes vont vivre plus vers des entreprises de service, et c'est aussi des secteurs énormément en tension, et des secteurs de l'économie de la vie, donc qui sont durables par essence. Et donc c'est pour ça que je pense que les femmes sont une des réponses à ces enjeux auxquels on va faire face et auxquels on fait déjà face. Vous avez parlé de prendre la parole, de dire les femmes à qui on donne la parole, c'est important qu'elles la prennent. Qu'est-ce que vous pensez de la prise de parole des femmes, de façon générale ? Moi, je pense que toute prise de parole des femmes est bonne tant qu'elle est dans l'intérêt de toutes les femmes
Moi, je considère en tout cas le féminisme et la prise de parole des femmes, elle devrait toujours avoir pour vocation de dire les femmes font ce qu'elles veulent. Et jamais d'avoir un féminisme ou en tout cas une prise de parole qui vise encore une fois à replacer les femmes dans des catégories ou des étiquettes dans lesquelles elles veulent pas aller. Surtout les débats, notamment sur le sujet du voile, par exemple, de la prostitution, où en fait on est toujours en train de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, ou sur la marchandisation du corps quand on parle de femmes porteuses, etc., etc. Bien sûr qu'il y a que des biais de la société font que les femmes vont parfois faire telle ou telle chose, mais je considère que c'est pas à nous, encore une fois, de prendre la parole pour elles, en fait, de laisser les femmes prendre la parole pour elles-mêmes et de pas être dans quelque chose qui, voilà, encore une fois, catégorise, dit aux femmes comment elles doivent être. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'insupporte. Moi, j'ai un féministe qui est juste, c'est peut-être de liberté, c'est-à-dire chaque femme doit faire ce qu'elle veut. Et donc, sur cette prise de parole, je pense qu'il faut qu'on soit très attentive à ce qu'on dit, puisque de plus en plus, que ce soit à travers de podcasts, de prises de parole sur les réseaux sociaux, les gens ont accès plus facilement à tout ce qui est dit. Et je considère que voilà, les nouvelles générations ne doivent pas se sentir toujours obligées d'être catégorisées, de se mettre dans une case. Je pense qu'on se tromperait de combat et qu'on jouerait le jeu finalement des masculinistes d'une certaine manière. Ça a toujours été évident pour vous, la prise de parole ? Non, moi à la base je suis une hyper timide. Quand j'étais jeune, j'étais pas du tout. Non. Là, la prise de parole c'était une galère. Je commençais à avoir des sueurs froides. Je pense que je devenais rouge. Et en même temps, il y avait un côté en revanche qui m'attirait dans le fait de prendre la parole, de me mettre en lumière d'une certaine manière, mais avec une crainte et en fait une peur du regard des autres qui était incroyable. Et finalement, à travers mon parcours, du fait aussi j'avais plutôt des bons retours au final quand je prenais la parole, j'ai commencé à me prêter au jeu et ça commençait à être plus simple pour moi d'accepter en fait ce regard qui se posait sur moi. Mais voilà, ça vient avec le temps. Quand on est toute jeune, parfois, on a peur. Mais il faut pas lâcher. Je pense que si on a envie, en tout cas, faut pas se forcer. Faut pas que ça devienne quelque chose où on a peur de le faire et ça devienne quelque chose qui freine. Mais si ça vous dit, c'est pas parce qu'à un moment vous êtes timide que vous allez pas y arriver, quoi. C'est d'ailleurs, on le voit parfois dans les grands acteurs. C'est des gens qui sont timides par ailleurs, mais qui en fait une fois qui mettent moi c'est ce que je fais, c'est je me mets un masque, j'ai l'impression de devenir un autre personnage pour pouvoir accepter cette lumière. Mais non, ça n'a pas toujours été évident et ça l'est parfois toujours pas. Mais par contre, je trouve ça assez stimulant de le faire. C'est intéressant ce que vous dites par rapport au bon retour. Il y a quand même beaucoup de gens, indépendamment hommes-femmes du coup, qui disent que ce qui permet de se dépasser ou de dépasser un syndrome de l'imposture, ce qui n'est pas le cas dans ce cadre-là, c'est les bons retours. Du coup, qui vous a donné ces bons retours ? Dans quel cadre vous les avez eus ? Un peu dans tous les cadres. Souvent quand même mes parents déjà, ma sœur aussi, enfin la famille, quoi, de manière générale. Après, dans le cadre aussi des travaux à l'école, quand on devait prendre la parole, c'est vrai que j'avais souvent de bons retours de mes profs et là les collègues aussi actuellement, enfin mes collaborateurs aussi, mes collaboratrices qui me font ces retours-là. Et donc voilà, ça permet de prendre confiance en soi et de se dire que on fait des choses un peu parfois qui sont pas mal, quoi. Top. Vous avez pris votre poste de directrice il y a un peu plus d'un an, pardon, il y a bientôt 1 an et demi. Comment ça s'est passé pour vous, cette prise de poste ? Alors, elle a été particulière, cette prise de poste, parce qu'en plus, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc ça faisait même pas un mois, donc en plus je pouvais pas trop le dire parce que on sait pas ce qui se passe. Elle a été particulière à titre personnel parce que je savais pas trop, ça avait un peu tombé dessus et il a fallu que je prenne le poste très vite, en plus dans des conditions qui étaient pas forcément simples, avec de gros enjeux. Et quand même encore cette fois, c'est ce sentiment parfois de se dire je vais pas y arriver, je suis pas crédible, je suis pas légitime, peut-être que la marche elle est trop haute, peut-être que c'est un mauvais choix. Peut-être que je me sens capable, mais qu'en fait, je vais être vraiment nulle. Et puis, comment ça va être pris par les autres collaborateurs. Et en même temps, une envie d'y aller à fond et de se dire, comme on me laisse la main, on va tout donner pour y arriver, quoi. Qu'est-ce qui vous a dit que vous étiez pas légitime, que c'était pas le moment, que... Je pense que c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à verbaliser, mais qui naturellement... en fait, qui a toujours été là. C'est-à-dire que et je sais pas si c'est typiquement féminin, je pense que c'est plus féminin que masculin, parce que les hommes, généralement, je vais pas dire à 100%, parce que je veux pas faire de généralité encore une fois, mais cette question de légitimité, elle se pose pas trop, c'est-à-dire, bien sûr, en fait, le poste, bien sûr que je vais y arriver. Moi, c'est peut-être la peur d'échouer, ou la peur de mal faire, ou qui fait que je me suis sentie illégitime, ou de me dire, je suis jeune,
Enfin, j'avais la première fois où j'ai pris quand même, avant d'être directrice générale, j'étais présidente du directoire. Je l'ai pris vers 32 ans. J'étais femme, jeune, dans un univers quand même associatif où les dirigeants et les présidents d'associations sont souvent des hommes d'un certain âge. Et donc, ouais, je me sentais assez peu légitime au départ, en me disant, en plus, ça tombe, enfin, c'est arrivé d'une manière, c'était pas vraiment choisi. C'est une personne qui est partie et on m'a dit, bon, bah, reprends le truc. Et donc, je me suis parfois demandé aussi, est-ce que c'est une opportunité qu'on m'aurait donnée si la personne était restée? Et avec le recul, je pense que oui, puisqu'en fait, on m'en avait déjà parlé finalement 6 mois, 1 an avant. Mais c'est quand même des questions que je me suis posées en me disant, mais est-ce que tu vas pas trop loin là? Est-ce que la marche, elle va pas être trop haute pour toi? Parce que la situation, en plus, il y avait vraiment un tournant à faire prendre à l'association. Est-ce que tu vas être à la hauteur, quoi? Donc, je sais pas d'où vient ce sentiment d'illégitimité. En tout cas, c'est sûr qu'il était présent, quoi. Pourtant, vous avez été DGA avant, enfin directrice générale adjointe. Pendant combien de temps vous avez été DGA? Un très court moment, parce qu'en fait, j'étais DGA en janvier 2020 et en juillet 2020, on m'a proposé de prendre la direction de la fondation Positive Planète, qui a ensuite été fusionnée. Là, j'ai pris la direction générale de l'ensemble, en fait. Mais donc, je suis restée 6 mois DGA et j'avais la légitimité, la crédibilité, en fait, auprès du terrain et des collaborateurs avec qui j'ai toujours travaillé. Parce que, en plus, moi, c'est vraiment ma manière de travailler, c'est de travailler avec tout le monde. Je considère que moi, je suis juste là en chef d'orchestre, mais en fait, la force et le talent, il est surtout dans mes équipes. Moi, je suis là juste pour coordonner, faire en sorte que ça tourne et essayer de développer. Donc, j'avais cette légitimité-là, mais c'était plus la légitimité d'avoir la légitimité du dessus, des gens au-dessus. Je pense aussi qui me faisait un peu plus peur et aussi des collaborateurs que je connaissais moins, parce qu'après 8 ans dans la société, ça avait quand même tourné. Et je me disais, j'avais peur quand même de ce regard, ouais, c'est une femme, c'est une jeune, qu'est-ce qu'elle va faire en fait, comment elle va y arriver. Mais ça donne envie de se dépasser. Moi, comme j'aime bien les défis, en fait, je pense à ça 5 minutes, là c'est long quand je vous en parle. Mais en fait, j'y ai pensé 2-3 minutes, et puis après je me suis dit, bon allez, c'est pas grave. On verra si je suis légitime sur le terrain et en termes de taf, et puis avec le recul, je pense qu'en tout cas, je suis légitime pour le moment. Mais peut-être qu'un jour je le serai plus, parce que je pense aussi qu'il faut pas que les gens restent trop longtemps au même poste et qu'on s'enterre sur ces postes-là, parce c'est très lié au moment en fait, et on peut être le DG d'un moment et pas de celui d'après. Et puis j'aimerais que ce soit une autre femme qui prenne la direction, pourquoi pas à terme de la structure, ou un homme féministe, pourquoi pas aussi. Mais voilà, en tout cas c'est comme ça moi que je l'ai vécu, mais avec le recul maintenant. J'ai plus trop ces sujets-là, même si j'ai toujours peur de mal faire et toujours peur d'échouer quand même. Comment ça a été pris quand vous avez pris le poste? Vous avez quoi comme retour? J'ai eu plutôt des bons retours en fait, de la part des collègues et des collaborateurs. J'ai eu beaucoup d'appels qui m'ont dit heureusement que c'était toi, parce qu'autrement je serais pas restée. Donc ça donne un peu de force. Et puis j'imagine qu'il y en a eu qui sont, mais sauf que les mauvais retours, je pense qu'on me les a pas dit, quoi. Mais parce que sinon, je pense que ça aurait été délicat. Mais j'ai eu plutôt des bons retours et j'étais très soutenue quand même par la présidence qui je pense croyait en moi quand même pour ce poste. Les mauvais, ils venaient de moi, quoi. Ils venaient pas de quelqu'un d'autre. C'était moi qui me mettais la pression. En tout cas, en direct, j'ai eu que des bons retours. Vous avez dit que vous aviez quand même pris la situation dans un contexte spécifique. Comment vous avez été accompagnée sur cette prise de poste? J'ai pas vraiment... si, j'ai été accompagnée quand même par un mentor qui m'a quand même beaucoup aidée, qui était... et qui m'aide toujours, avec qui j'échange régulièrement, plutôt sur le métier en tant que tel de dirigeant, qui est parfois difficile et sur lequel on est assez seul. Et en même temps, j'ai nommé un DGA, David, avec qui je travaille très étroitement et qui m'a lui aussi aidé finalement à prendre mon poste. C'est-à-dire qu'aussi les gens de mes équipes et mes collaborateurs m'ont aidé à prendre le poste. Et puis après, moi, j'avais quand même la motivation et la volonté de tout déchirer, quoi, avec les équipes. Faut être honnête. Donc on s'est dit voilà, ils m'ont aidé à prendre le poste. Mais j'ai presque l'impression qu'on a pris le poste tous ensemble. Même si à la fin, c'est moi qui tranche, qui décide et qui donne la grande orientation stratégique. On a finalement un peu construit ce poste avec l'ensemble de l'équipe.
C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez beaucoup du soutien des équipes, plus que la direction. D'ailleurs, vous disiez la direction, la direction, c'est les gens qui étaient au-dessus, c'est finalement ceux qui vous ont un peu plus peur dans votre prise de poste. Ouais, et il me faisait plus peur parce que peut-être que on me disait moins directement les choses, mais en attendant, ils ont été d'un soutien sans faille. Et en plus, pour le coup, Jacques Attali, qui est le président de la structure, qui est encore très présent, il m'a énormément soutenu. Voilà, dans mon parcours, j'ai passé plein d'étapes et il m'a énormément soutenu jusqu'à ce poste-là. Et il a toujours été. Lui, je pense qu'il a jamais douté en fait de moi, mais j'avais quand même ce regard-là, à la fois du conseil d'administration et de lui, où je me disais est-ce que j'avais pas envie de décevoir quoi. Moi, j'ai la déception. Je trouve que c'est un sentiment qui est affreux. Et donc, j'essaye de pas le faire. Et en même temps, malheureusement, j'ai dû décevoir des gens à un moment ou à un autre. Et oui, je parle beaucoup des équipes parce que je considère que si la réussite de la structure, elle est en grande partie grâce à eux. Bien sûr que j'ai mon rôle à jouer et je le prends avec force et avec détermination. Mais moi, je serais rien sans eux et la structure serait rien sans eux. Donc, je pense que c'est un échange permanent. Je crois, bien sûr, encore une fois, qu'il faut avoir une stratégie, un cadre clair avec des orientations claires pour les équipes, parce que sans cadre, je pense que on va pas dans le bon sens. En revanche, par la co-construction et par le fait de se donner des objectifs communs, je pense qu'on peut vraiment briser des plafonds de verre et faire beaucoup plus qu'une entreprise qui est très 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 descendante. Et donc ce rôle-là, pour moi, il est vraiment, je sais pas si c'est un côté féminin ou autre. En tout cas, c'est de se dire, c'est ensemble avec les équipes qu'on construit la structure dans laquelle on a envie de grandir et qu'on a envie de voir grandir. Non, mais c'est beau ce que vous dites. Est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est masculin? Franchement, c'est pas la question. C'est juste votre vision du leadership. Et je trouve ça intéressant de noter que les équipes, pour vous, c'est l'essentiel. Pour vous être senti légitime. En fait, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire que vous avez pris ce poste pour les équipes et parce que vous avez un retour des équipes. Donc, intéressant. Aujourd'hui, face à la présidence, est-ce que vous êtes plus à l'aise, du coup, au bout d'un an et demi? Ouais, complètement. Là, ça y est. Non, en plus, je pense qu'on a réussi à les convaincre et en plus par le fond. Je veux dire, forcément, mais je pense parce qu'on a vraiment, on les a intégrés aussi ils ont participé à la construction et c'est normal, c'est le conseil d'administration de la stratégie. On les a amenés en fait à reconstruire la structure dans laquelle on avait envie de vivre tous ensemble en tout cas. Et donc oui, j'ai plus, au contraire, je pense que j'ai énormément de chance, vraiment. Je suis soutenu par le conseil d'administration, par le président, et à la fois peut-être pas par tous les collaborateurs. Il y en a certainement à qui, forcément, sur plus de 80 collaborateurs à qui je déplais en tant que DG, et c'est normal. Mais ouais, je me sens complètement soutenu et je pense que je suis armé maintenant pour atteindre les objectifs, ou en tout cas pour tenter d'atteindre les objectifs tous ensemble. À quel moment il est passé ce cap? Vous vous souvenez? Il est passé assez rapidement parce qu'en fait, il n'y a pas eu de temps, quoi. Pendant les 6 premiers mois de ma prise de poste, je me suis entouré donc d'administrateurs, de collaborateurs, pour se dire on va faire un gros audit de ce qui se passe, pour voir ce qui fonctionne pas et comment on peut répondre de la meilleure des manières à ces enjeux auxquels on fait face en interne. Et donc on a pris le temps. Ça a été une période, je pense, un peu difficile aussi en interne, puisque prendre le temps de créer une stratégie, c'est pas stopper l'activité, mais en même temps, les équipes ont l'impression qu'on stoppe l'activité parce on va peut-être modifier des choses. Ça a été un temps qui a été difficile, à la fois super instructif et enrichissant, mais très difficile. Pour une partie, parce qu'ils disaient mais qu'est-ce qui va se passer, et en fait ça a été super constructif. On a fait ça en gros de janvier à mai l'année dernière. Et là, avec le recul, tout le monde dit ouais, en fait c'est super d'avoir un cadre stratégique, une vraie ambition. Donc c'est prendre un peu plus le temps. Et en même temps, j'avais peur qu'on me juge directement, donc je me disais mais t'as pas le temps. Donc au final, tout s'est bien passé. Maintenant, on n'a pas atteint encore tous les objectifs. C'est un travail au long cours. Mais voilà, en fait, je pense que peut-être les femmes encore plus que les hommes, on doit prouver en permanence nos compétences et en faire beaucoup plus parfois pour prouver qu'on est compétente sur les sujets, et donc d'aller à fond dans le détail, d'être vraiment dans la stratégie, d'avoir vraiment ce regard et que ce soit très étayé et argumenté. Alors peut-être parce que moi je me mets la pression, mais en tout cas j'ai l'impression que faut vraiment que pour convaincre,
avoir quelque chose de très argumenté, très étayé et de pouvoir le défendre aussi et d'avoir. En fait, c'est qu'il faut tout être. J'ai l'impression parfois quand on est une femme, c'est avoir les compétences et en même temps avoir la capacité de leadership et en même temps avoir la capacité d'animation et en même temps d'avoir. Enfin, et en fait, c'est d'essayer de cocher un maximum de cases. Pour moi, c'était ça. Et finalement, la mayonnaise a pris quoi. C'est intéressant ce que vous dites de vous être laissé du temps. C'est vrai que beaucoup de gens ne le font pas et je vous rejoins. C'est vrai que d'avoir du temps de poser les fondations pour pouvoir construire dessus et puis le temps aussi pour les équipes de s'approprier ce que vous avez lancé parce que du coup il y a un vrai changement si je comprends bien. Après vous dites j'ai pris beaucoup de temps, vous avez pris 4 mois en vrai. C'est-à-dire qu'on parle de 4 mois là donc ça va. Vous avez embarqué les équipes dans ce temps-là de construction ? Alors, on a embarqué une partie des équipes. En fait, il y avait comme on devait aussi aller assez rapidement, on n'a pas pu mobiliser les 80 collaborateurs. En revanche, au départ de l'audit, on a mobilisé certains administrateurs et certains collaborateurs. On était vraiment une équipe assez resserrée. Ensuite, on a mobilisé une autre partie du terrain pour présenter nos retours et avoir leurs retours, leurs avis qu'on modifie et qu'on mette en place. Et ensuite, il y a une autre partie où on a présenté donc à l'ensemble des collaborateurs, où il y a eu ensuite aussi de nouveaux retours qui ont été avec des modifications parfois à la marge, parfois de vraies modifications. Je pense qu'on aurait pu encore mieux le faire là dans la précipitation, avec cette volonté quand même d'agir vite. Mobiliser 80 collaborateurs, c'était pas l'objectif non plus de se dire l'objectif c'était pas de co-construire à 80, en revanche c'était de proposer déjà des éléments de stratégie que ensuite sur ces éléments-là ils nous disent non, attention là ça va pas du tout, c'est pas du tout cohérent, j'aurais plutôt fait comme ça. Mais c'est déjà de proposer quelque chose, c'était pas de se dire on part d'une feuille blanche et on construit à 80 parce que sinon ça aurait pu être interminable. Donc voilà comment on s'y est pris en tout cas pour les premiers mois dans cette construction de la stratégie et ce développement. Je pense qu'avec le recul maintenant on a fait adhérer, même s'il y a toujours des petits questionnements mais là, par exemple, moi, je sors d'une tournée où je suis allé à la rencontre de l'ensemble des collaborateurs, à la fois pour faire des réunions en équipe et pour présenter la stratégie et répondre aux freins ou aux questions. Et j'ai rencontré également en one-to-one les 80 collaborateurs. J'ai pris 15 à 30 minutes avec chacun des collaborateurs. Et donc, je sens que de plus en plus, en fait, la stratégie, ça y est, ils y adhèrent. Maintenant, au-delà de la stratégie, c'est comment on fait aussi pour attirer et fidéliser les collaborateurs. Comment on fait pour que ils soient contents de travailler chez nous, ils soient fiers. Je pense que la fierté, elle est super importante et je pense que sur ça, il y a encore un effort à faire. Et c'est ce sur quoi on travaille énormément en ce moment, c'est de se dire on veut devenir best as to work. Et donc là, il y a un gros enjeu et on n'est pas encore au rendez-vous et on s'est donné 2027, donc on a encore le temps, mais en même temps, ça se prépare dès maintenant. Donc voilà, encore beaucoup d'enjeux pour y arriver, mais parce que voilà, encore une fois, c'est le cœur, quoi, les collaborateurs, surtout dans l'associatif, quoi. C'est eux qui font la force de notre mission. Et donc, on a intérêt quand même à faire en sorte qu'ils soient partie prenante de cette stratégie. Vous avez passé 15 à 20 minutes avec 80 collaborateurs individuellement ? Oui. Non, mais ça, c'était... parce que déjà, moi, j'avais pas pu le faire l'année dernière parce que j'ai pas pu me déplacer lié à cette maternité. Et donc, ça me semblait juste... c'est du temps, mais je le referai 100 fois, quoi. Et je pense qu'il faut le faire souvent. Bon, malheureusement, si demain on est 1500, ce que je nous souhaite, je pourrais pas le faire. Là, je le fais parce qu'on est encore à taille humaine. Mais je pense que c'est fou, en fait, que juste l'écoute, parfois, ça peut changer. Et on se rend pas compte du temps perdu et des, c'est pas le terme échec, mais des mauvaises décisions qu'on peut prendre quand on n'écoute pas les gens, en fait. Écouter, ça veut pas dire forcément aller dans leur sens. Ça veut juste dire écouter parce que on sait pas tout, parce que leur vision elle compte et que concrètement je considère que c'est dans l'intérêt de la structure de le faire parce que surtout avec cette lame de fond et cette mouvance là de la nouvelle génération qui a besoin aussi qu'on arrête avec les trucs bullshit où on a l'impression que leur engagement, ils s'engagent toute leur vie et puis au final ils ont plus de temps pour leurs loisirs. Enfin, faut aussi leur apporter, je pense, une autre vision, une autre réalité de la société et du travail. Parce que si on veut que ça continue à tourner dans les entreprises, faut leur montrer que leur travail il a du sens, qu'ils sont écoutés et que l'entreprise c'est eux.
C'est pas que nous, c'est pas que la direction, c'est pas que le conseil d'administration. Et ça, c'est super important de le faire. Et si je peux, je le ferai tous les ans tant qu'on reste dans une taille humaine. Voilà. Il y a plein de choses dans ce que vous dites. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est vous dites c'est hallucinant le nombre de décisions qu'on prend si on n'a pas de retour des équipes. Du coup, dans ces points, vous avez des retours sur vos décisions ou des questions ou des remises en question par rapport à ce que vous avez fait? Bien sûr, tout le temps. En plus, nous on a un CSE, donc non, et ils sont pas toujours tendres. Et comme parfois mes décisions doivent pas être tendres non plus, donc non, j'ai des retours, ouais. Parfois, en fait, et c'est souvent, je trouve qu'en fait, les mauvaises décisions sont souvent des problèmes de communication, en réalité. Vous pensez toujours que vous prenez la bonne décision, ça arrive jamais de dire, tiens, je vais prendre une mauvaise décision. Vous pensez que vous prenez la bonne parce que dans ce contexte-là, avec les informations que vous avez en votre possession, ça vous semble celle qui est la moins mauvaise. En fait, je sais pas si on prend des bonnes décisions, je pense qu'on prend souvent la moins mauvaise décision parce qu'il y a toujours un pendant négatif dans une décision qu'on prend. Donc, c'est souvent, moi, je me dis, essaye de prendre la moins mauvaise, quoi. Et celle qui pour moi, qui a le plus d'impact pour les bénéficiaires qu'on accompagne, qui va avoir le moins d'impact négatif sur les équipes et qui a le plus de sens pour la structure de manière globale. Donc c'est avec ces piliers-là, on essaye ce triptyque-là de prendre les meilleures décisions. Mais il y a des décisions, souvent je pense que c'est la communication, moi, qui me sont revenus en me disant ouais mais en fait ça je suis pas au courant ou ça a été fait comme ça et c'est vrai que si ça avait été fait différemment, parfois je pense que ça aurait évité pas mal de temps à tout le monde. Donc c'est souvent, je pense, voilà, un problème de communication, mais qui est aussi très lié aux structures. C'est-à-dire que c'est ce qu'on maîtrise le moins, tout ce qui est communication informelle. Parfois, on a l'impression que c'est fait et en fin de compte, c'est pas dit. Et donc, sur ça, je pense qu'il y a un axe d'amélioration. Et puis après, il y a parfois où concrètement, ils considèrent que la décision que j'ai prise, elle est mauvaise. Et même pas pour une question de communication, mais parce qu'ils considèrent que, en fait, ça correspond pas à ce qu'eux auraient fait. Et c'est là où c'est difficile aussi, c'est que parfois, moi, je prends pas la décision. Je prends la décision qui est la mieux pour la structure. Moi, c'est que je ferai toujours tout à titre individuel pour les collaborateurs tant que ça reste dans l'intérêt collectif. C'est-à-dire que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel de chacun et c'est comme ça quand on dirige une entreprise. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et que je le conçois. Et donc, je ferai toujours tout pour chacun d'entre eux. Mais ce qui prime, moi, c'est l'intérêt de la structure. Et donc, parfois, à titre individuel, forcément, ils ont l'impression que c'est une mauvaise décision. Sauf qu'à titre collectif, je pense que c'est la bonne décision. Et en tout cas, quand je prends une décision, c'est que pour moi, à l'instant T, c'est la meilleure. Et il m'est arrivé aussi, parfois, avec le recul, de me dire, ah ouais, il y a 6 mois, si j'avais les infos que j'ai aujourd'hui, il y a 6 mois, j'aurais pas pris cette décision-là. Mais je pense que c'est la réalité de tous les dirigeants et de toutes celles et tous ceux qui prennent des décisions de manière générale. Comment vous répondez quand vous avez dans vos one-to-one, quand vous avez un collaborateur qui vous dit cette décision vraiment c'était n'importe quoi? Alors, si je considère que c'était n'importe quoi, ou alors déjà généralement j'aime bien qu'ils me le disent quand même. On se dit les choses, on est assez, on se les dit cash, mais en même temps on le dit toujours. Ils ont toujours une formulation qui fait que ça c'est bien fait, quoi. Moi, je veux dire, c'est aussi la manière dont on dit les choses. Je pense qu'on peut tout dire à tout le monde. Ça dépend un peu de la manière dont on dit. Quand ils me disent ça, si je considère que c'était une mauvaise décision, je dis que c'était une mauvaise décision. Je dis ouais, franchement, et j'en referai d'autres. Et celle-là, ça a été une mauvaise décision pour ça, mais je t'explique pourquoi j'ai pris cette décision-là à l'instant avec les informations que j'avais. Si je considère qu'en revanche c'est une décision qui est bonne, qui est justifiée, je vais la défendre et je vais l'expliquer et j'expliquerai que oui, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord finalement, mais que cette décision, elle a de l'intérêt pour la structure encore une fois et pour les ambitions qu'on se donne et qu'on verra dans 6 mois, mais que je reste à l'écoute en revanche des propositions, c'est-à-dire que juste de dire que ça va pas, c'est compliqué parce que moi ce que j'aimais c'est ça va pas et peut-être qu'on pourrait faire ça. Ou peut-être ou de bien étayer pourquoi ça va pas. Parce que résigner réclamant, c'est à la fois j'ai plus envie de rien, je te dis qu'il y a rien qui va, et en plus j'attends tout de toi. Et moi je considère pas une entreprise, même si nous c'est une association, comme ça, parce que je considère que c'est tellement une aventure humaine, une construction humaine, que chacun a sa responsabilité à jouer, même si la responsabilité finale, bien sûr, c'est à moi de la porter et je le fais. Vous avez la même posture vis-à-vis de vos collaborateurs et vis-à-vis du directoire? Oui, j'ai la même posture, je pense. Après, souvent, je les prends plus en conseil, le conseil d'administration. Mais oui, j'ai la même posture. Après, c'est eux qui, en revanche, c'est le conseil d'administration. Donc moi, je mets en place, ou en tout cas,
je réponds aussi à leur volonté, c'est pas le bon terme, mais en tout cas à ce qui est mis en place lors des conseils d'administration. Mais en tout cas sur la transparence et sur le fait d'expliquer mes décisions et pourquoi je veux faire ça et comment je veux le faire. En plus, il me laisse une liberté d'action qui est quand même, franchement, super importante. Donc j'ai énormément de chance et on a énormément de chance avec les collaborateurs. Donc non, j'ai la même posture. Pour moi, on s'adresse de la même manière à un stagiaire qu'au président d'une structure, qu'à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, moi, je pense que on doit avoir ce respect-là parce que ça dit beaucoup de chacun d'entre nous, en fait, quand on traite les gens de manière différente, surtout dans notre milieu à nous, où on travaille pour aider les habitants des quartiers à créer leur entreprise. On a vite fait, en fait, la condescendance, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans le milieu associatif et qui n'a encore moins la place chez nous. Et donc, c'est pour ça que, peu importe qui on est, je pense qu'on doit avoir un traitement similaire du président du conseil d'administration au stagiaire qui vient là. Après, bien sûr, on fait peut-être pas les mêmes blagues, mais ça, c'est pas pareil. Et donc, c'est pas, voilà, on est peut-être plus proche, on est peut-être plus dans l'humour avec les stagiaires, mais le traitement, il doit être équivalent, quoi. Ok. Je vais revenir à votre annonce et vous disiez que vous étiez enceinte depuis 1 mois. Comment ça s'est passé, la gestion de votre maternité et cette prise de poste qui s'est fait complètement en parallèle, du coup? Ouais. Et ben, ça a été beaucoup de questions. En plus, moi, je suis pas le genre de nana à la base que les gens ils imaginent avec un enfant. Naturellement, je sais pas si c'est mon tempérament ou quoi que ce soit, mais voilà, on m'imaginait pas facilement avec un enfant. Et donc en fait, ça a été aussi beaucoup de questions par rapport à ma fille et par rapport à ce que j'avais envie de lui laisser comme image de la femme. Récemment, j'ai l'impression d'être de plus en plus féministe. C'est peut-être parce que j'ai donné naissance à une petite fille que ça me questionne plus. Et j'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs quand ça m'est arrivé, où je disais que ça m'avait beaucoup questionné, j'avais peur qu'on me juge aussi, et j'avais peur de le dire, c'est-à-dire que je venais prendre un poste, et en fait, j'ai eu la chance, ça n'a même pas été un sujet. Quand je l'ai dit, moi, j'étais presque en pleurs, entre guillemets, parce que, en plus, je pense que j'avais les hormones qui me travaillaient pas mal, et donc j'étais un peu stressée, et quand je l'ai dit, il m'a dit, mais alors, enfin, en gros, mais c'est même pas un sujet, quoi, c'est-à-dire que vous posez vos congés mat et puis quand vous revenez. Enfin, il y avait même pas de sujet. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse 12 fois plus parce que j'étais enceinte, parce que je voulais pas montrer que j'étais pas capable. Ça, c'est vrai que ça m'est beaucoup venu. C'est-à-dire, je veux pas qu'on pense que je suis pas capable parce que je suis enceinte ou que je mérite pas ce poste parce que je suis enceinte. Ça, c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile au départ. Mais encore une fois, c'est moi qui me mettais la pression. Est-ce que c'est parce que j'avais peur d'un certain regard, certainement, mais j'ai pas ressenti ce regard-là sur moi. Mais voilà, ce qui me chamboulait aussi quand même, parce que c'était quand même 2 gros sujets en parallèle, 2 gros bouleversements quand même, la prise de la poste de directrice générale, et devenir maman, et je me mettais beaucoup de pression aussi sur le fait de devenir maman. Je pense que je voulais aussi pas échouer pour ma fille, quoi, pour lui dire tu peux tout être. Si tu veux, et si t'as pas envie de tout être, c'est pas grave non plus. C'est-à-dire, tu peux être femme, mère, amante, amie, fille, ce que tu veux. Tu peux tout être si t'as envie. Si t'as pas envie, c'est pas grave. Te mets pas trop de pression non plus. Ça a été beaucoup de questionnements jusqu'à l'arrivée de la petite, parce qu'elle m'appartient pas. Mais je vais travailler sur ça. Et ça a été aussi très difficile. Donc après l'accouchement. Déjà les premiers temps, parce que c'est un bouleversement. On dit c'est un changement, c'est pas un changement, c'est un tsunami dans la gueule. Il faut être honnête, c'est pas un petit changement. C'est un gros bouleversement les premiers mois. Et puis après, avec la reprise du travail, ça a été on va me juger parce qu'en fait, à la fois j'ai envie de voir ma fille et en même temps, je suis directrice générale. Faut que je travaille, quoi. Donc, il faut que je fasse beaucoup d'heures et il faut que je sois présente. J'ai pas réglé ce problème-là, mais sur travailler et en même temps avoir sa vie de famille. Donc j'essaye de voir ma fille un max et en même temps parfois faut que j'ai pas le temps. Donc c'est comment régler et comment trouver le bon rythme, ça je suis en train de travailler dessus, quoi. Mais ça va mieux qu'au début quand même. Vous avez repris le travail quand? J'ai repris le travail assez rapidement, moi au bout de 2 mois, quoi. J'ai accouché début septembre, j'ai repris fin novembre, quoi. Ah oui, vous avez repris tout de suite. Ouais, tout de suite. C'était important pour vous? Ouais, c'était super important pour moi. En revanche, moi j'ai besoin de ça pour m'équilibrer. Et c'est pour ça, en fait, et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. On a l'impression d'être une mauvaise mère parfois et l'impression d'être une mauvaise DG parce qu'on est un peu sur les deux sujets en parallèle. Elle est incroyable, ma fille. Je trouve que c'est le meilleur être humain du monde, forcément. Mais vraiment, elle est incroyable. Mais même si je suis pas, j'imagine, objective et que les mamans disent tous pareil, mais
Mais j'avais besoin quand même de cet équilibre-là. Moi, j'ai rien contre les femmes qui restent au foyer. Enfin, je les admire. Moi, malheureusement, j'en suis incapable, quoi. J'en suis complètement incapable parce que mon équilibre, il est à la fois dans passer du temps avec ma fille, mais en même temps intellectuellement être stimulé, avoir des défis, voilà. Et donc j'ai voulu aussi reprendre rapidement. Déjà aussi peut-être parce que fallait y aller, quoi. J'étais enceinte. En fait, tout mon poste, j'étais soit enceinte, soit. Donc j'avais aussi besoin de prendre vraiment mon poste là et de se dire bon bah on y va et de montrer aussi que j'étais prête à reprendre. Ça c'était important pour moi. Donc ouais, j'ai repris assez rapidement. Vous avez dit que vous commenciez à trouver cet équilibre. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce qui fait que ça commence à... C'est déjà que j'ai un conjoint qui prend bien sa place. Au départ, c'était plus compliqué. Déjà parce que lui, il est plus vieux. Déjà, naturellement, c'était pas la même position. Maintenant, de plus en plus, les hommes font Enfin, je l'espère. J'espère que c'est pas juste dans les médias qu'on voit ça et que c'est pas vrai dans la réalité, mais j'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus quand même. Même si j'ai lu il y a pas longtemps qu'il s'était quand même, on était encore loin du 50-50. Mais bon, voilà, il prend de plus en plus son rôle et donc déjà ça a été plus facile dès qu'il a compris que en fait moi je sais pas plus que lui, hein. J'ai pas un bac en couche, j'ai pas un bac en mouchage de nez, enfin j'en sais rien, mais je sais pas mieux que les autres en fait. C'est-à-dire nous on n'est pas avec des compétences pour s'occuper des bébés, quoi. Et donc je pense que ça il l'a vite intégré. Quand j'ai voulu partir en déplacement, ça n'a pas été un sujet. Il a pris il s'est occupé de la petite. Donc ça, je pense que la place avec l'autre, avec mon conjoint, ça m'a aussi permis déjà moi de trouver un premier équilibre. Ensuite, c'était aussi parfois de rencontrer d'autres femmes qui sont passées par là et de leur poser la question. D'autant plus, je pense que dans l'associatif, en plus, la charge mentale, elle est quand même assez différente que dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un métier de sens et d'engagement. Et donc, en fait, c'est tout notre être qui est dans le boulot. Et donc, déjà, moi, avant d'avoir la petite, c'était vachement difficile pour moi de faire la part des choses. La vie pro, vie perso, pour moi, c'est la même chose, hein, d'une certaine manière. Et alors, on culpabilise parce qu'on se dit ça. Et puis après, je pense qu'il faut accepter de se dire, bon, voilà, moi. Et c'est un vrai sujet quand même, je pense, la charge mentale dans le milieu associatif, des dirigeants associatifs, mais même des équipes de manière générale, parce que voilà, on y met toute notre âme, toute notre force. Donc déjà, moi, je trouvais pas vraiment le rythme avant, et là, c'est de se dire, je rentre. Parfois, je vois ma fille, je rentre peut-être, je rentre jamais vraiment plus tôt, mais en tout cas, je me laisse l'opportunité de coucher ma fille et parfois aussi d'accepter que cette semaine que je passerai peut-être un petit peu moins de temps et que en revanche quand j'ai du temps avec elle on joue, on s'amuse, on fait des trucs, je la mets pas de côté et le week-end on le passe vraiment ensemble. Et puis c'est d'accepter parfois donc de rentrer, de se dire je vais rebosser après aussi parce qu'on n'a pas le choix non plus, faut que ça tourne. Et puis c'est, je pense, d'être moins dur avec soi en fait, c'est de se dire c'est pas grave, c'est pas grave, aujourd'hui je peux pas tout être. J'aurais aimé, mais aujourd'hui, je peux pas l'être. Et donc, ma fille, ça y reste quand même la priorité. Donc, comment je fais pour trouver cet équilibre? Donc voilà, encore une fois, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est parfois être plus doux ou plus douce avec soi-même pour accepter que c'est pas de la faiblesse que de juste prendre un peu de temps pour soi, ou en tout cas pour quelqu'un, en tout cas d'accepter qu'on puisse pas tout faire. Je voulais revenir avec vous sur quelque chose que vous m'avez dit en pré-entretien, vous m'avez dit « J'aime le fait qu'on dise le pouvoir au féminin, parce que le pouvoir, c'est important pour moi. » J'aurais bien aimé, du coup, votre vision sur ce mot « pouvoir ». Le pouvoir, en fait, et d'ailleurs, ça, c'est la baseline de notre logo, le pouvoir d'entreprendre. Je sais pas, le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. Je me souviens de quelqu'un, quand je suis arrivée chez Positive Planète, qui m'a dit « Prends le pouvoir ». Et pas prendre le pouvoir, en fait, parce que dans le pouvoir, il y a aussi quelque chose, parfois, d'ambition déplacée ou d'un truc un peu, moi, que j'aime pas. C'est-à-dire, prendre le pouvoir pour écraser les autres. Il y a aussi cette notion-là que j'aime pas. Donc, le pouvoir, il peut avoir aussi quelque chose de néfaste quand il est mal utilisé. Mais le pouvoir, c'est aussi lié au pouvoir magique. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que tu peux. En fait, le pouvoir, c'est tu peux faire quelque chose. Je pense que derrière, en fait, le mot pouvoir, il veut dire plein de choses. C'est-à-dire, tu peux, t'as les capacités, t'as les compétences. Donc, vas-y, en fait, et ose. Et je trouve ça incroyable. En fait, je le dis souvent, soit à certains collaborateurs, soit à ma fille qui me comprend certainement pas encore. Mais je dis, tu pourras
faire ce que tu veux et tu pourras prendre le pouvoir. En fait, prends le pouvoir de ce que tu veux faire. On a l'impression que c'est forcément être dirigeant, mais c'est pas forcément ça. C'est d'être politique, en fait d'avoir des métiers qui sont où il y a une impression de domination. Ça, j'aime pas. Dans le pouvoir, ce que je trouve vraiment formidable, c'est plutôt ce côté en fait émancipation qui dit c'est possible, quoi. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous sentir sans pouvoir? Bah, plein de fois, ouais, moi, ouais. Me sentir sans pouvoir, ouais, ou en tout cas, de me sentir pas à ma place. Ça m'est arrivé, mais plein de fois, quoi. D'avoir l'impression d'être jamais vraiment au bon endroit. Ça, j'ai l'impression que ça nous arrive quand on a l'impression aussi que on n'a pas la capacité et donc pas le pouvoir d'une certaine manière, où on se dit, ben, en fait, là, si je prends la parole, je vais être ridicule, quoi, ou je suis pas assez experte, ou je suis pas, mon avis compte pas, ou ça arrive parfois quand on est dans les cocktails où il y a beaucoup d'hommes, et maintenant c'est plus facile avec le temps et avec le poste. Et puis en fait, le poste, moi, m'a permis la légitimité. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis sentie légitime, mais c'est le poste qui m'a aussi permis de me sentir légitime. C'est-à-dire le fait d'avoir passé certaines étapes, j'ai l'impression qu'on me validait. Et je trouve ça assez triste quand même, parce que parfois, la personne que j'étais à 20 ans, même si elle a évolué, c'est la même que je suis aujourd'hui. À l'époque, parfois, on me considérait pas. C'est-à-dire que j'arrivais, j'étais la seule femme ou quoi que ce soit, j'étais en robe. Enfin, on pensait que j'étais l'assistante, quoi. Est-ce que vous pouvez me faire un café ou ce genre de choses. Et quand j'étais dans des endroits, dans des milieux un peu plus aisés que là où j'étais normalement, eh ben, j'avais l'impression que ce que j'étais, ça allait pas, quoi. Que c'était pas assez bien, que j'étais pas validée d'une certaine manière. Et en fait, il faut quand même se défaire de ça un maximum et se dire en fait qu'est-ce qui me va à moi. Et c'est pour ça que je dis prendre le pouvoir sur ce qu'on veut être, en dépit de tout le reste, c'est-à-dire de tout ce que les gens veulent qu'on soit. Qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi trouver ma place dans la société et pas celle d'un autre. Finalement, vivre la vie que moi j'ai envie de vivre. Vous vous sentez à votre place aujourd'hui? Ouais, je me sens à ma place et je pense qu'en revanche, peut-être que la place demain, j'aurai une autre place. Peut-être que je ferai pas ça toute ma vie. Je pense que j'ai aussi, comme j'ai envie de tout être, j'ai aussi envie d'aller explorer peut-être d'autres choses. Mais je me sens à ma place et je pense que je suis à la bonne place pour l'instant dans lequel je suis actuellement. J'espère juste continuer à apprendre et à progresser parce que on n'est jamais fini finalement. Donc ouais, je me sens à ma place, mais ça veut pas dire que je veux me reposer sur mes lauriers. Au contraire, ça veut dire que quelle place j'ai envie d'avoir demain, et on verra après comment j'arrive à atteindre cet objectif que je me suis pas encore fixé d'ailleurs. C'est quoi qui vous fait dire que vous êtes à votre place aujourd'hui? Déjà, c'est que je me sens bien, quoi. Ouais, c'est que je me sens bien. Je me lève, même si je suis crevée, parce que avoir un bébé de 7 mois, c'est dur. Mais non, je me sens en accord, en fait, avec moi-même. J'ai pas l'impression de jouer un rôle. J'ai une collaboratrice l'autre jour qui m'a dit, moi, ce que j'aime, c'est que chez Positive Planet, en fait, je peux être ce que je suis. Et en fait, ouais, je peux être comme je suis. En fait, je suis qui je suis, quoi. Et je pense qu'il y a rien de plus beau. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, c'est qu'on s'est pas trop loupé. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a rien de plus beau dans la vie que de se dire, en fait, je suis ce que je suis et ça va, quoi. Et ça suffit d'être ce que je suis. Et donc, je pense que je suis arrivée, moi, là, sans parler comme une grande sage à 35 ans, voilà. Mais en tout cas, là, moi, dans ma période de ma vie, je suis ce que je suis. Et franchement, je suis bien. Et je le suis aussi parce que, je suis vachement entourée, à la fois dans ma vie perso. Moi, la vie sur une île déserte toute seule, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je suis vraiment un être social dans toute sa splendeur, quoi. Moi, c'est dans mes hobbies sur mon CV, c'est aller boire des coups avec ses amis et sa famille. Donc vraiment, c'est très important pour moi ce côté être entouré. Je suis bien parce que je suis ce que je suis et que je me sens très légitime à être ce que je suis. Mais je considère que je suis aussi ce que je suis grâce à tous les autres qui ont fait finalement un peu ce que je suis aujourd'hui. Et donc c'est l'équilibre, moi, qui est super important avec ma famille, mes amis, le travail, les collègues. Voilà. Je me posais une question en tant que directrice de l'association. Est-ce que vous pensiez la large féminisation des emplois dans les associations? Je ne sais pas si c'est le cas sur Positive Planet, mais c'est assez courant. Et j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. S'il y a beaucoup plus de femmes, nous, on a un index égalité homme-femme qui est à l'intérieur et qui est
un peu moins bon parce qu'on a trop de femmes par rapport aux hommes. Donc, et je pense que c'est très lié aussi à ce qu'on se disait au départ, c'est-à-dire les métiers de service, les métiers de sens, les métiers d'aide, d'accompagnement sont beaucoup plus pourvus par les femmes. Et tant mieux, parce que moi je pense que l'ESS et les associations, c'est la nouvelle économie et ça, en tout cas, ça devrait l'être. Et je pense qu'en tout cas, il y a une transition qui est faite alors vers ces domaines d'impact et de sens. Et ma crainte, en revanche, c'est de se dire, est-ce que c'est parce que comme parfois le secteur associatif est quand même considéré comme un sous-secteur, est-ce que c'est parce que les hommes considèrent qu'ils sont trop bien pour pas travailler dans l'associatif? Ça me fait peur. C'est-à-dire que les salaires sont plus bas aussi. Donc ça a quand même à la fois un côté positif parce que ça montre que les métiers en tension et les métiers de sens, c'est les femmes qui sont à la manœuvre. Et ça, je trouve que c'est super positif. En revanche, ça dit aussi que c'est des métiers qui sont moins bien payés puisque dans l'associatif. Et donc, est-ce que ça entraîne pas toujours la même chose d'avoir ces écarts hommes-femmes et je considère que l'émancipation économique c'est un des premiers leviers pour avoir une place pour avoir les femmes qui soient à la juste place et en tout cas en égalité hommes-femmes. Pour moi, sans l'émancipation économique on n'y arrivera jamais quoi. Donc à la fois c'est une bonne chose et à la fois ça me questionne. Pourquoi vous dites qu'on n'y arrivera jamais sans l'émancipation économique? Parce que dans un monde capitaliste et dans une société où c'est l'argent qui fait qu'on puisse se loger, qu'on puisse se déplacer. Si on prend par exemple le cas des femmes victimes de violences conjugales, ou parfois elles sont sous emprise, ou en tout cas elles sont aussi dominées d'une certaine manière par leur conjoint parce que elles ont pas de compte bancaire, parce que elles ont pas l'accès, leurs salaires sont pas versés sur leur compte. Je pense que l'émancipation économique c'est vraiment le premier levier pour pouvoir sortir de situations un peu d'emprise et comme c'est l'argent qui régit quand même un petit peu le monde, si les femmes ont les moyens, elles seront à la bonne place pour pouvoir échanger avec les personnes qui décident d'une certaine manière. Donc, pour moi, l'émancipation économique, c'est le premier levier à l'égalité homme-femme. Très bien. Du coup, dans votre association, vous cherchez l'équilibre ou vous laissez en l'état? Pour l'instant, on laisse en l'état. Après, on a masculinisé un peu plus les équipes récemment. On sent aussi qu'il y a plus d'hommes qui postulent de plus en plus à ces postes-là. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'action spécifique sur ce sujet-là. Et en même temps, on a aussi beaucoup de femmes qui sont au poste de responsabilité. Pour l'instant, on reste comme ça. Mais dans nos recrutements, c'est vrai que parfois, on fait un petit peu attention entre deux profils similaires à avoir un équilibre. Voilà, c'est pas... Moi, ça me dérange pas trop que ce soit déséquilibré pour le moment. Moi, ça me pose toujours question, je vous avoue, parce que j'ai quand même remarqué quelque chose, c'est que dans les milieux très masculinisés, finalement, on cherche pas forcément à faire rentrer des femmes parce qu'il y a une habitude de travailler entre hommes. Et très souvent, dans les milieux justement très féminisés, qui sont les associations ou autres, on voit dans les services RH ou dans d'autres services, j'ai remarqué qu'il y avait cette grosse attention justement à faire rentrer des hommes et à faire 50-50. C'est parce que je pense qu'on est plus intelligente, quoi. Non, mais et c'est ça, on est plus dans autrui, et donc en fait on essaye de construire une société dans laquelle on a envie de vivre, et ce sera pas une société dans laquelle on exclut l'autre en permanence. Et on parle des hommes, mais ça peut être dans tous les domaines en fait. Exclure l'autre, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais pour la société, quoi. Donc nous dans notre structure. Voilà, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'action spécifique pour le moment, mais je pense que c'est parce qu'on est plus intelligente et ce qu'on aurait intérêt à faire comme les autres, c'est-à-dire à pas pousser, à pas être proactif pour pas embaucher plus d'hommes. Franchement, j'ai pas d'avis spécifique là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que les femmes, elles ont des compétences incroyables, que quand même le fait de positionner les hommes en tant que sexe fort, moi je me demande toujours comment ils ont réussi à nous faire avaler ce truc-là, parce que franchement, je pense que c'est un tour de passe-passe, quoi, de leur part, parce que moi et désolé pour toutes mes équipes masculines qui sont très bien. Quand je vois la résilience des femmes, l'endurance, leur capacité à mener de front plein de projets. Moi, j'ai nommé un DGA homme, mais je travaille super bien avec les femmes. J'adore travailler avec les femmes. Et je trouve qu'il y a des compétences quand même, elles ont une capacité naturelle. Et est-ce que peut-être c'est alors naturel, je sais pas si c'est naturel, est-ce que ça a été en fait par ces années aussi
en fait, comme elles ont géré le foyer pendant des années, elles ont, je pense aussi la capacité finalement qui est née à gérer une entreprise, à gérer de front plusieurs projets. Gérer un foyer, c'est une entreprise d'une certaine manière, et donc ça nous donne, je trouve, des compétences qui sont incroyables. Donc ils ont cru nous dominer en nous mettant au foyer. Et en fait, en fait les gars, on s'en est servi et maintenant c'est nous qui allons prendre le pouvoir, quoi. Je plaisante, on vous aime. Vous avez dit que vous avez choisi un DGA homme. C'était important pour vous ou c'était une question de... Non, c'était une question de compétences et aussi de binôme qui fonctionnait bien. Ouais. David, c'est quelqu'un avec qui on travaille très bien, avec qui on s'entend bien, qui est féministe aussi. Enfin, il y en a peut-être des cachés chez nous, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes non féministes pour le coup. Donc non, c'était pas une volonté. En tout cas, c'est pas parce qu'il était homme ou femme. Ça, en revanche, moi, je crois beaucoup aux quotas de manière générale au départ d'un projet. C'est-à-dire que je pense que pour changer les choses, parfois il faut mettre des quotas parce qu'autrement les choses elles vont pas changer. Et qu'à terme, en revanche, il faudrait les enlever. Je pense que c'est un bon premier levier, les quotas. Sinon, on se dit oui, mais il faut que la société elle change. Ouais, mais bon, la société ça va prendre 3 plombes. Donc venez, on met des quotas, ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Mais là, en fait, en revanche, dans notre structure qui est très quand même très féminine ou quoi que ce soit, ces questions on y est très attentif et en même temps, elle se pose moins puisque c'est déjà très très équilibré, voire plus qu'équilibré, donc déséquilibré. Et donc là, j'avais pas vraiment homme-femme, c'était plutôt un match entre deux personnes, entre deux compétences, entre une complémentarité qui pour moi était nécessaire et pertinente pour la structure. Et donc voilà, c'est pour ça que David a été et est toujours DGA et j'en suis ravi, quoi. Il serait content de l'entendre du coup. J'espère. J'ai 3 dernières questions, enfin 4, que je pose à tout le monde. Alors, si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez avant de devenir directrice, ce serait quoi ? Ce serait soit plus douce, je pense, avec toi, et soit moins dure, et c'est pas grave. Et peut-être crois en toi. Alors je me suis donné beaucoup de conseils là, mais oui, soit moins dur, c'est pas grave, et crois en toi. Je pense que c'est les 3 choses que je devrais me répéter, et encore maintenant, parce que je pense que dans 10 ans, je dirais, à 35 ans, j'étais dur avec moi. Mais voilà, c'est les 3 choses que je dirais. Vous souhaitez quoi pour les générations de directrices à venir ? Je souhaite qu'elles prennent le pouvoir déjà. Enfin, même si elles sont directrices, oui, ça dépend. Qu'elles prennent le pouvoir. Je pense que c'est absolument indispensable. Je souhaite qu'elles se posent moins de questions. Je souhaite qu'il y ait des femmes incompétentes au poste de dirigeante. Parce que souvent on met des femmes qui sont ultra compétentes, sans parler de moi bien sûr. Je parle des autres. Des femmes qui puissent être incompétentes à ces postes-là, ça me semblerait quand même un bon signal. Et ouais, je leur souhaite, posez-vous pas de questions, allez-y et vous allez y arriver, quoi. Enfin, vous avez toutes les compétences. Pour moi, c'est même pas un débat, quoi. Et pour les directeurs à venir, vous leur souhaitez quoi ? Pour les directeurs à venir, je leur souhaite la même chose. Et je leur souhaite en revanche d'avoir toujours à cœur de mettre les meilleures personnes au meilleur poste. Je pense que c'est pas une question de genre, en fait, ces sujets-là. C'est une question de compétences et de meilleures personnes pour le moment. Donc, et de faire leur part. Ils ont quand même une responsabilité. Mais comme nous, on a une responsabilité aussi vis-à-vis de... parce qu'on est très aussi, par exemple, dans l'éducation de nos enfants, c'est aussi à nous de donner à la fois la bonne éducation à nos filles, mais à nos garçons. Donc, mais je pense qu'en fait, c'est que chacun doit avoir cette responsabilité-là, en ayant un comportement déplacé ou en tout cas misogyne ou sexiste. En fait, c'est dénigrer la moitié de la population. Enfin, parfois, il faut se rappeler quand même que on n'est pas 3, quoi. C'est quand même les femmes, on est la moitié de la population. Donc, si demain il y a une bagarre, peut-être on peut gagner. Parce qu'on est aussi nombreux que vous. Donc, non, plus sérieusement, il faut être très conscient de la responsabilité qu'on a toutes et tous sur ce sujet de la place des femmes, parce que dans tous les cas, c'est dans l'intérêt de vraiment de toutes et tous et dans des entreprises de mettre les meilleurs au poste qui a pouvoir, quoi. Et dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises et ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir ? Franchement, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Je pense qu'en fait, c'est pas dans l'entreprise finalement que ça devrait changer, parce que on est ce qu'on est en dehors et dans l'entreprise, et donc là c'est quelque chose de très, en fait pour moi c'est très humain, tous ces sujets de place des femmes ou quoi que ce soit, et donc c'est très lié à tous les freins périphériques qu'on peut se mettre. C'est en tout cas peut-être dans l'entreprise, c'est parce que là l'entreprise a une prise dessus, c'est de considérer, je pense, tous les collaborateurs déjà comme des mères célibataires d'une certaine manière,
parce que ça veut dire après mettre en place des choses qui correspondent en fait aux besoins de tout le monde. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui est clé, et c'est aussi de mettre en place dans l'entreprise tout ce qui va permettre à des femmes qui sont soit en situation monoparentale, soit qui ont juste des enfants, et donc c'est la galère à 4 heures de quitter le taf. Et les hommes d'ailleurs aussi, parce que je dis c'est les femmes qui vont chercher, mais en fait comment on met en place dans l'entreprise des choses qui facilitent l'accès à l'égalité. Et donc c'est comment quand un père il prend son congé son congé paternité il est pas regardé de travers. Comment on remet aussi, je pense, la place des hommes. On leur dit c'est pas grave aussi. T'as le droit d'être un homme, pas comme on t'a appris toute ta vie. Je pense qu'en fait, le sujet du féminisme, c'est aussi très lié au sujet du patriarcat et de ce qu'on a inculqué aux hommes. Et donc, c'est pour ça que je pense que dans et par l'entreprise, de transformer toute cette vision qu'il y a sur les femmes, sur les hommes, et qu'on se dise qu'on est juste des gens, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.